Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour ce qui est le second épisode de notre mini-série Inside Silent Jenny, l'émission qui revient sur la conception de Silent Jenny de Mathieu Bablet en temps réel. Et nous avons le plaisir d'avoir Mathieu avec nous. Salut Mathieu. Hello. Et rebonjour finalement, vu que c'est le deuxième épisode. C'est ça. Un deuxième épisode, alors qu'il faut de nouveau dater et contextualiser, puisque comme le principe de cette mini-série-là, c'est on parle de ta bande dessinée alors que tu es en train de la faire. Et au final, on s'était donné rendez-vous à dans un an, la dernière fois qu'on avait enregistré, que j'étais venu à Grenoble chez toi. Et en fait, 2 ans ont passé. Le premier épisode, c'était le 1er décembre 2022, et là, on est le 20 décembre 2024. Oui, sachant que pour la petite explication, je n'ai fait que repousser tes propositions de venir me voir jusqu'à ce que à 6 mois de la sortie, ce soit raisonnable d'enregistrer cet épisode 2. Mais ouais, parce que quel rythme de taré quoi pour arriver à tenir les délais. C'est ça. Donc on va pouvoir revenir là-dessus de toute façon, parce que l'idée c'est, alors je sais déjà que j'aurai plein de questions à te poser quand la BD sera sortie, qu'on pourra vraiment faire le podcast plutôt sur l'histoire, les personnages et les thématiques, mais je pense que je verrai aussi avec Corentin s'il est dispo pour qu'on le fasse ensemble. Mais là c'est plutôt de revenir sur ton process, les difficultés, la façon que tu avais pu avoir d'avancer, mais de façon très générale, juste comment tu te sens depuis ces 2 ans, parce qu'on s'était quitté avec des grandes interrogations sur ta motivation, sur ta fatigue aussi, sur le fait que tu allais faire ta transition au numérique. Donc avant d'aborder tout ça, juste comment tu te sens là, alors que justement tu as enfin fini ou presque tout ce qui est ancrage, en fait, tout ce qui est dessin ancrage, et qu'il te reste plus que la couleur, même si c'est encore toute une autre étape. Mais ouais, comment tu te sens, Mathieu ? À 6 mois de la sortie, pour moi, c'est bon, quoi. Je veux dire, là, j'ai passé toutes les difficultés, et la seule qui reste véritablement, c'est celle de tenir un rythme constant pour la colorisation jusqu'à la deadline. Donc, objectivement, ça va, c'est bien. Enfin, je veux dire, j'en peux plus. J'ai envie que ce bouquin sorte, et je peux plus le voir en peinture. Mais ouais, objectivement, en tout cas, il y a plus d'interrogations majeures, et le but là, c'est vraiment de filer en ligne droite et sans se poser trop de questions. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur le 2 décembre 2022 ouais. sur l'après? Il y a plusieurs choses déjà, et ça, il me semble que je l'avais bien mentionné dans le premier podcast, c'est-à-dire que tant que la première moitié de la bande dessinée est pas complétée, et pas ancrée, moi ça arrive à la plupart des autrices et des auteurs, et moi là j'étais dedans, c'est-à-dire que j'en voyais pas le bout, quoi, et vraiment c'est le truc, j'arriverai jamais à terminer, en 2022 je me disais j'arriverai jamais à terminer cette BD, parce que c'était trop, mais largement trop en termes de pagination, en termes de ce qui restait à faire, et comme à chaque BD que j'ai fait jusqu'à présent, passer cette première moitié, d'un coup d'un seul, il y a une forme de relâchement, véritablement, de se dire aïe, le plus dur est fait, tout ce qui reste ensuite c'est la moitié la plus facile, quoi. Donc déjà ça a été une grosse étape, rien qu'en termes de motivation, même s'il y a eu plein de il y a eu encore pas mal de moments de démotivation, quoi. Enfin, plein. Alors, j'ai essayé plein de trucs pour me motiver à dessiner, et notamment essayer de faire des live Twitch, etc., quoi, des trucs comme ça. Mais au final, là, je dirais que ça fait depuis septembre, et vraiment la fin de l'ancrage, ça a été fait dans la douleur. Il manque d'ailleurs encore une dizaine de pages qui correspondent à des pages que vraiment j'avais pas envie de faire parce qu'elles sont trop dures, ou parce que j'ai encore quelques interrogations au niveau du scénario. Mais à partir de septembre, et la couleur qui restait à faire, là vraiment je suis dans une motivation à bloc pour faire mes 3 pages par jour, et arriver jusqu'à juin comme ça. Donc là, tu es vraiment dans l'étape du sprint final, tu dirais. C'est... Ouais. Alors ce qui est un peu compliqué, c'est-à-dire que vu que à chaque BD j'augmente ma pagination, le sprint final il est de plus en plus long. C'est-à-dire que j'avais fait 6 mois de couleur pour Carbone et Silicium, et j'en étais ressorti mais vraiment
essoré quoi. Et là, en septembre dernier, bah j'en avais 9 quoi, du coup jusqu'à de prévu. Et ce qui est bien, c'est que de bande dessinée en bande dessinée, j'écoute un peu plus mon corps. Je sais planifier justement les moments où je me dis bah là, faut que je sois ultra motivé, et là faut que je ralentisse le rythme. Là, il faut que je me repose parce que tout le monde vieillit et que je sens que j'ai aussi moins de résistance qu'à une certaine époque. Donc là, c'est la première bande dessinée où je suis sur un marathon, justement, plus que sur un sprint de 6 mois ou 9 mois. C'est vraiment un marathon où je gère mon effort et je fais ça correctement pour pas finir éreinté à la fin, parce que c'est pareil, en fait, il y a plein de trucs que tu peux faire quand t'as 20, 25 ans à t'en foutre de cumuler les nuits blanches. Non, là, je suis en incapacité de le faire. Mon corps me dit que je suis en incapacité de le faire. Donc, ouais, il y a un peu de plomb qui est rentré dans la tête et j'arrive à gérer mon rythme un peu mieux parce que avoir un travail sain, c'est bien. Enfin, c'était pas une question que je m'étais posée jusqu'à il y a quelques années, mais en fait, si, il faut arriver à se ménager un peu aussi. Mais justement, enfin, tu parles de ménagement, du fait de se reposer et de ouais, d'avoir un rapport plus sain à ton travail. Et en même temps, et on en avait parlé un petit peu la dernière fois aussi, mais t'as bossé sur un jeu vidéo quand même. Et ça, par contre, alors je sais pas si c'est parce que c'était pas prévu encore en décembre 2022, mais ça a été annoncé entre-temps. Et d'ailleurs, on a enregistré là-dessus aussi entre-temps. Mais tu t'es aussi lancé dans l'écriture d'une autre BD avec Guillaume Singelin, Shin Zero. Et c'est là où les gens qui nous écoutent se disent mais Mathieu, tu fais une dissociation, enfin t'as un trouble de dissociation Oui. de tes idées en tout cas, parce que d'un côté tu dis faut te ménager, puis de l'autre tu te rajoutes comme des projets. Alors peut-être que c'est plus récréatif pour toi ces autres projets et que ça te permet d'avoir des formes de respiration par rapport à Silent Genie. Ouais, alors il y a ça. Alors effectivement, il y a un truc, c'est que j'ai du mal à dire non à des projets excitants. Effectivement, ça, parce que je sais pas si c'est une espèce de FOMO quoi, mais tu vois, quand on te propose de faire un jeu vidéo, quand Guillaume Singelin vient te proposer de dessiner une de tes histoires, enfin, ouais, j'ai un peu du mal à me dire non, bah on verra ça dans quelques années quoi. Non, c'est mort. Donc effectivement, il y a ce côté-là et qui fait que les projets s'accumulent probablement un peu trop. Mais effectivement, spécifiquement sur Silent Genie et au regard justement de manque de motivation et d'envie que j'avais au début quand on s'est rencontrés, pour moi c'était vraiment salvateur d'avoir des projets à côté qui me prennent moins de temps, hein, de fait. Shin Zero, c'est vraiment enfin c'est pas un truc que je fais en dilettante à côté, mais disons que tu vois, je peux avancer tout doucement. En plus on a une manière de fonctionner avec Guillaume qui est super simple, c'est-à-dire que en gros je lui envoie un chapitre tous les mois et demi, il avance dessus et avant qu'il termine je lui en envoie un autre. Donc moi c'est pas un travail c'est pas un travail quotidien quoi, c'est vraiment sur la durée, et donc ça c'est assez agréable. Et le jeu vidéo, finalement, ça me prend un jour par semaine, encore aujourd'hui, parce que c'est pas encore tout à fait terminé. Et je pense que j'aurais pas pu avancer Silent Genie sans ces deux à côté, en fait, parce que j'avais pas assez de motivation à faire juste de la BD dans mon coin, quoi, véritablement. Enfin là, je sentais les limites de l'exercice, c'est-à-dire j'aime bien faire des gros one-shots, et là j'étais arrivé à un stade où où ça m'amusait plus vraiment de le faire quoi, donc il fallait compenser par d'autres choses un peu plus excitantes pour que je puisse continuer mon grand œuvre. Est-ce que est-ce que tu t'en veux quand tu arrives à ce point de se dire mais merde, alors parce que tu nous avais déjà dit, hein, que c'était un taf aussi pour toi, que toi tu dessinais parce que tu faisais en gros, alors tu fais pas des horaires de bureau, mais c'est vraiment devenu un travail aussi pour toi et que t'as cette dimension du travail. Mais est-ce que t'en es arrivé à un point où tu culpabilisais d'avoir cette perte d'envie? Oui, oui, ouais, ouais. Mais ça l'est toujours. En fait, c'est toujours très ambivalent, hein. Donc, je vais probablement dire des choses très contradictoires dans ce podcast et par rapport au podcast précédent. Mais oui, 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 en fait, il y a ce côté, ça n'a aucun sens de prendre autant de temps à faire à faire une bande dessinée. Enfin, je sais pas si j'en avais parlé pendant le premier podcast, mais j'avais rencontré Jérémy Moreau qui avait complètement transformé sa manière de dessiner, parce que lui, ce qui l'importait, c'était de raconter des histoires. Et au final, il avait optimisé son dessin pour pouvoir passer un an et demi sur un album, un gros album, et pas plus. Et là, moi, j'aurais mis 5 ans à faire Silent Genie, donc ça a pas beaucoup de sens. Et en même temps,
Et en même temps, je pense que ça correspond aussi déjà à mes capacités scénaristiques. C'est-à-dire que moi, il me faut ces années de maturation pour arriver à une histoire qui me convienne, dans la mesure où, encore justement aujourd'hui, parce qu'il me manque 10 planches sur Silent Jenny, parce qu'il y a des choses qui sont pas encore très claires, les dialogues vont probablement changer et on peut les changer jusqu'à faire changer le sens de certaines scènes, et je me laisse cette opportunité-là. Et voilà, sans ce temps de maturation, je pense que je ferais des choses beaucoup, enfin, pas moins profondes, mais en tout cas moins travaillées. Donc j'ai besoin de ça. Et donc c'est à la fois, c'est très frustrant parce que créer sur un temps aussi long, vraiment, ça a peu de chance aujourd'hui, hein, surtout dans un monde où on est dans l'immédiateté et où moi-même je suis dans l'immédiateté. Enfin, je veux dire dans ma consommation de contenu. Donc donc c'est un peu antinomique, et en même temps, il y a ce côté, enfin je te disais, je voyais ça comme un métier maintenant, mais je vois de plus en plus ça aussi comme de l'artisanat. C'est-à-dire que il faut, j'ai au bout de presque 15 ans de métier un savoir-faire dans le dessin, dans le scénario, et il y a un côté intéressant de perfectionner cet artisanat-là, même si ça prend du temps. Donc voilà, je sais pas si j'ai tout à fait répondu à ta question, mais c'est un peu l'idée. Non, bien entendu, mais et même d'un point de vue plus pragmatique, parce que bah, quand tu es auteur de BD, bah, tu as des deadlines à tenir, puis tu as une avance qui te permet aussi de vivre d'un projet de bande dessinée pendant un certain temps. Là, comme dit, je pense que tu me dis si je me trompe, mais que le projet a pris du retard aussi, peut-être par rapport à l'horizon de sortie que tu t'étais fixé au départ. Et ça aussi, est-ce que c'est quelque chose qui rajoute du stress aussi dans la conception, ou même par rapport au label et à Rue de Sèvres, est-ce que c'est des choses qui peuvent jouer vraiment et avoir un impact après sur ta création? Bah, ça l'a été au début, et puis après non, c'est vite parti dans la mesure où euh, bah, où finalement je fais déjà d'autres choses à côté, enfin vis-à-vis du label et de Rue de Sèvres. Il y a Midnight Order qui est sorti, il y aura un tome de Shin Zero qui sera sorti d'ici là, il y a tout notre travail éditorial par ailleurs que l'on fait. Donc non, moi la frustration elle était plutôt vraiment de me dire, enfin à un moment les gens ils s'en foutront, quoi, tu vois, parce qu'il y aura trop de temps qui sera passé, et puis parce que la mode et la culture sera passée à autre chose, quoi. Donc ça c'est plutôt le genre de truc qui me stresse, mais en même temps tu vois, de se dire bon bah de toute façon je pourrais pas aller plus vite que ça permet aussi de relativiser et de se dire bon bah de toute façon ça sortira quand ça sortira. Oui, d'autant plus que entre-temps, et ça on en avait un tout petit peu parlé il y a 2 ans, mais il y a eu pas mal d'évolutions du côté du sujet des IA, notamment des IA génératives, et c'est vrai que peut-être que tu peux t'être dit aussi, bon bah à quoi ça sert de continuer à faire des dessins à la main, alors que techniquement en prompt, moi je peux faire aussi allez, dessine-moi une histoire de SF comme Mathieu Babelet, et Oui. Alors pour l'instant, ça sera très nul. ouais. Et c'est pas pour ça que ça sera pas bien à un moment, mais pour l'instant, c'est vraiment très nul, et pas franchement de soucis par rapport à ça. Mais justement, finalement, paradoxalement, moi, l'arrivée de l'IA, alors outre le fait que ça va détruire des emplois, hein, et que c'est dramatique. Enfin, je veux dire, Ça par l'a déjà rapport à fait, je ça. pense, hein. Enfin oui, voilà, et ça le fait déjà effectivement, que ce soit bah, dans le milieu de l'illustration, mais dans plein d'autres milieux aussi. Parce que même pour toi, tu vois, par rapport aux jeux vidéo et au concept art, ou ce genre ou la direction artistique, c'est quelque chose qui pourrait te tuer vachement plus rapidement que la BD, puisque pour le concept art, au final, t'as juste à imaginer un truc, mais t'as pas d'histoire à raconter derrière. Donc, enfin, Complètement, mais on va y revenir justement. ok, Mais, ok. mais justement, spécifiquement sur la bande dessinée, enfin moi où l'IA, ça m'a un petit peu rassuré justement, c'est dans cette envie de désaccélération. C'est-à-dire que l'IA, c'est l'immédiateté, et on perd l'artisanat, on perd ce qui se passe au milieu de la création. C'est-à-dire la création, c'est jamais vraiment le résultat final, mais tout ce qui précède aussi, c'est l'intention, le moment où en tant qu'artiste, on se dit, je suis allé là où je voulais aller, là je m'arrête. Et ça, une IA est incapable de le faire. Et du coup, je vois la création comme quelque chose qui va être phagocyté par l'IA, mais qui va peut-être aussi pouvoir en ressortir grandi d'une envie justement
de pousser vers des formes de contre-culture, vers des courants artistiques différents et moins normés, et surtout une envie de contrer la surproduction du contenu, quoi. Et vraiment, il y a cette espèce de bataille culturelle entre le contenu. Aujourd'hui, on consomme du contenu sur les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques, etc. Et alors moins en bande dessinée, mais un petit peu avec la surproduction quand même. Et donc de l'autre côté, par opposition, cette envie de faire les choses minutieusement, lentement, et de sortir des objets qui sont véritablement uniques. Et ça, justement, ça vient un petit peu du jeu vidéo, où ces questions-là, ils les ont depuis un moment, et il y a toute une scène indé notamment qui se pose et au regard en plus de ce qu'est devenu l'industrie ces 2 dernières années, et particulièrement cette année, avec les gros groupes qui se sont phagocytés jusqu'à fermer des tonnes de studios et mettre à la porte des milliers d'employés. Il y a vraiment cette idée dans la scène indé jeux vidéo, de se dire finalement on va faire les choses plus lentement, avec moins d'ambition, avec des graphismes moins photoréalistes. C'est assez intéressant, cette notion de quête ultime du photoréalisme, et vraiment de toutes ces personnes qui se disent on va revenir parce qu'on n'a pas besoin d'un jeu esthétiquement, enfin pas esthétiquement, mais en tout cas formellement parfait sur ces notions de photoréalisme, de lumière, etc. On peut faire des jeux pas claqués au sol, mais dont le graphisme n'est pas l'élément principal. Et je trouve que c'est une démarche hyper intéressante, et c'est en ça que je rapprocherais d'ailleurs vachement le jeu vidéo de la bande dessinée, où la bande dessinée, vraiment, on a tous les styles qui coexistent, du plus hyper réaliste au plus expérimental. Et justement, enfin moi, dans ma fonction de directeur artistique dans le jeu vidéo, effectivement, dans l'absolu, tout ce que je propose, je pourrais mettre un prompt. Enfin, je fais un jeu vidéo sur l'escalade, donc des images de montagne, il m'en sortirait plein. Là où je vois la plus-value, et où là pour l'instant c'est absolument pas possible de rivaliser, c'est sur le suivi, c'est-à-dire que en fait le concept art, c'est pas une finalité en soi, c'est vraiment un petit maillon. Il faut aller voir ensuite avec le tech artist ce qui est possible de faire réellement dans le moteur du jeu, avec les level designers et les art designers, comment ils implémentent ça. Et en fait, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de communication, presque plus que de concept art. Donc ça, bon, pour l'instant on est à peu près tranquille, mais je remercie en tout cas, enfin du coup Emric Toa, un des boss du jeu, qui est venu me voir spécifiquement parce que il a pas voulu que je fasse des concept art de jeux vidéo. Il a voulu que je dessine comme je dessine dans mes BD, et on verrait ensuite comment implémenter ça. Donc je pense que on arrive à un moment où de toute façon la quête de l'hyper-réalisme, elle va intéresser de moins en moins de monde, parce qu'on est arrivé un peu à un palier, et spécifiquement donc avoir des avis, des touches très personnelles d'artistes qui ont quelque chose à raconter avec leur visuel, ça va être quelque chose, à mon sens, de plus en plus recherché. De toute façon, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir une discussion avec des gens du studio et toi, pour voir comment vous avez allié ton dessin et le jeu. Mais j'imagine que nos collègues de Point and Click seront aussi sur le Oui. dossier dessus, et ils seront plus qualifiés que moi là-dessus, quoi. Et pour revenir à Silent Jenny, il y a donc quand même l'interrogation sur laquelle on se quittait. Il y a 2 ans, c'était l'arrivée de ta Cintiq, l'arrivée de ton passage au numérique. Et comment, alors là, c'est vraiment tout le monde veut savoir maintenant comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que ça a été facile à prendre en main? Est-ce que ça a apporté les réponses aux questions que tu te posais? Oui. Alors moi, ça a été 2 semaines un petit peu quand même de galère, parce que il faut reprendre ses marques, et que il y a encore jusqu'à récemment des automatismes dont il fallait que je me détache, et notamment trop zoomer sur les cases pour trop mettre de détails, et en regardant la planche en entière se dire non, mais ça n'a rien à voir, c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop détaillé, et ça a aucun sens. Donc il y a des trucs comme ça, mais ouais, moi ça a vraiment transformé mon travail, et je me vois pas dans l'immédiat revenir à autre chose, parce que justement en termes
En termes de dessin, ça m'a vachement libéré. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je faisais un crayonné très poussé, et j'ancrais par-dessus de telle sorte que l'ancrage était vraiment la copie du crayonné que j'avais fait. Tandis que maintenant, sur la Cintiq, comme il y a le CTRL Z, comme je peux me planter, comme dans l'absolu, je peux déplacer une main si je l'ai mal dessiné ou recentrer des yeux. Eh ben, je suis quasiment directement à l'étape de l'ancrage sans passer au crayonné. Et ça, c'est un truc que je m'interdisais. Enfin, il y a des gens qui sont très forts à ça. Justement, quand tu regardes Boulet en stream sur Twitch, dessiner directement à l'ancrage sans passer par un crayonné. Enfin, moi, c'est des choses qui me terrifient en tant que dessinateur. Si j'ai pas un truc un plan bien établi à la base et quelque chose dessous, je suis incapable de le faire, quoi. Donc ouais, ça m'a vraiment, ça m'a permis d'avoir un dessin beaucoup plus libre. Ouais, donc ça, déjà rien que en termes personnels, il y a un gros gain. Il n'y a pas eu un énorme gain de temps. Ça, c'était un de mes espoirs. Et finalement, c'est pareil parce que je dessinais très vite sur papier, je dessine moins vite sur écran. Mais comme je zappe plusieurs étapes, notamment celle du crayonné, celle du scan, etc. Bon, bah au final, on s'y retrouve. Et c'est sur la couleur. Étonnamment, à l'époque, j'étais sur une petite tablette sans écran et je pensais que ça ferait pas de différence. Et où là, j'ai gagné énormément, quoi. Je gagne peut-être presque 3 heures par jour par rapport à ce que je faisais avant, et ce qui m'a permis, du coup, d'avoir une colorisation un peu plus poussée que ce que j'avais eu sur Shangri-La et Carbone et Silicium, où j'avais dû simplifier un petit peu mon style pour tenir les délais. Donc là, c'est plutôt intéressant. Et justement, il y avait une de tes, pas forcément une de tes craintes, mais tu disais qu'avec le numérique, tu avais peur qu'il y ait un peu de la latence, en fait, par rapport à quand tu appuies et quand le trait s'affiche sur l'écran, ou même que tu n'avais pas la même sensation. Et ça, tu disais, donc en 2 semaines, c'était réglé. Ouais. Pour toi, Ouais. cette étape, c'était pas si compliqué que ça au final, en termes de pratique. Non, finalement, c'était pas si compliqué. Et en fait, ça permet plein de trucs vachement plus simples. Puis aussi, notamment, bosser les planches en double page. Donc, vraiment avoir toujours une vue. Enfin, c'est vrai que c'est très compliqué de bosser les planches page par page parce qu'on n'a jamais eu une bonne vue d'ensemble de ce qu'on est en train de faire. Et en double page, alors c'est pas parfait, mais c'est pareil, c'est toujours un peu mieux. Ça permet de prendre un peu plus conscience de la narration dans sa globalité et de voir si la fluidité marche bien. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc non, je suis plus que convaincu, quoi. Alors je trouve ça toujours bien plus agréable de dessiner sur papier et je pense que ça ne changera jamais. Mais encore une fois, dans cette démarche de dire faire de la bande dessinée, en tout cas raconter des histoires, là, c'est mon métier. Il faut que je sois efficace et que ça me prenne pas trop la tête. Je suis pleinement acquis à la cause de la Cintiq. C'est donc un podcast sponsorisé, bien entendu, Cintiq. Donnez-moi l'argent, s'il vous plaît. Donnez-nous la thune pour financer ce podcast. Il y a un autre truc qui est quand même vachement, et tu l'as mentionné aussi, le fait de pouvoir de pouvoir annuler, en fait, quand tu fais des erreurs. Mais il y a un autre truc que j'ai remarqué, parce que donc, pour contextualiser aussi, tu m'as envoyé un PDF qui est donc pas encore la version finale de Silent Genie. Et où j'ai remarqué donc que sur des planches, en fait, il manque des cases où il y a des cases qui sont pas encore pleines et tout ça. Et donc ça, je sais pas si tu le faisais forcément avant quand tu étais sur papier, te permettre de finir des planches un peu plus tard que d'autres. Mais c'est aussi, est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour toi de dire vraiment, bon, bah en fait, clairement, sur cette page, il y a des choses que j'ai envie de mettre ou justement sur lesquelles t'es pas encore sûr de vouloir mettre certains éléments et donc tu vas laisser reposer peut-être plus tard et terminer d'abord. Enfin, du coup, tu triches, quoi. C'est-à-dire que tu finis la BD mais sans l'avoir complètement finie. Ouais, c'est très confortable. Enfin, mais parce que je suis bordélique à ce niveau-là, quoi. C'est vrai que j'ai besoin que ça soit quelque chose de très organique, même si j'ai tout planifié à la base. Il y a toujours des interrogations ou des choses qui vont changer. Il y a des hésitations, pardon, dans le dessin, dans certains designs, d'où des cases pas terminées. Et il y a vraiment, ouais, là ça m'a enfin la galère que ça aurait été sur papier à mettre de côté les planches qui ont été pas tout à fait terminées, les reprendre possiblement plus tard ou les scanner avant pour enfin bon bref, c'était non là c'est vraiment ultra confortable et ouais ça j'en ai vraiment besoin. Enfin encore une fois je sais pas
Je sais pas si je suis un scénariste très rigoureux parce que souvent j'attends la bonne idée et je vais pas forcément aller la chercher et j'espère qu'elle viendra à un moment. Et donc il y a vraiment des moments où j'hésite et je laisse de côté et j'espère que la bonne idée viendra plus tard pour pas perdre trop de temps. Et donc ça, cette plasticité-là, c'est vraiment très confortable de l'avoir avec les planches en numérique. Et d'un autre côté aussi, c'est est-ce que tu réfléchis à un côté très pragmatique de dire, bah, en fait, avec le full numérique, tout ce qui est planche originale, ce genre de choses-là, en fait, bah, n'existe plus. Et bah, on sait quand même que dans le travail d'artiste, ça peut être aussi une autre source de revenus, en fait, simplement, ou même pour avoir une exposition, pour montrer son travail. Est-ce que ça, c'est un compromis au final avec lequel t'es en paix, ou sachant que t'as quand même une partie de l'album qui sera quand même en planche papier, quoi. Ouais, exactement. Et alors, je trouve que c'est c'est un enjeu, effectivement. Alors, pour le coup, c'est Neyev qui a un peu ouvert la voie avec cette démarche-là, et avec Ludovic Monnier, le galeriste qu'on a en commun chez Acheter de l'Art et avec qui on travaille habituellement. C'est lui qui lui avait conseillé de, ok, tu fais tout en numérique, mais fais quelques planches en tradi pour les vendre, pour des expos, etc. Et c'est quelque chose que je continuerai à faire. Là, je l'ai fait par accident pour Silent Jenny parce qu'il se trouve qu'il y a 100 pages qui ont été faites avant que je change de technique. Mais pour autant, pour les prochaines, je pense que je ferai ça aussi parce qu'effectivement, c'est exister aussi dans le monde des originaux et c'est un petit peu important quand même. Il y a quelque chose aussi qui m'interpelle, en fait, c'est que malgré ton passage au numérique, en fait, tu as quand même certaines planches. Après, je sais pas lesquelles sont faites en tradi. Enfin, a priori, c'est les 100 premières qui sont en tradi et tout ça. Mais par rapport à certains bâtiments, certaines structures, où justement, quand tu fais des trucs très tels qu'on te connaît, quoi, très architecturaux, où on sait qu'avant, tu faisais à la règle et tout ça, concrètement, quand tu fais ça en numérique, ça change quelque chose. Est-ce que tu mets une règle sur ta tablette Cintiq Je mets une règle sur ma tablette Cintiq. Je suis cette personne-là. Probablement la seule. Okay. Ah ouais, très bien. Donc t'as pas non plus complètement perdu tous tes aspects, parce que techniquement tu me dis si tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, mais sur ces tablettes et sur ces applications, tu peux faire des lignes droites sans besoin de tracer. Donc oui. Et le but, c'était surtout pas de faire de ligne droite. Donc, j'ai récupéré ma vieille règle toute cabossée qui fait des lignes pas droites pour avoir justement sur toute la partie architecturale ce même rendu, quoi. Ouais, ça c'était pas négociable de faire autrement. D'accord. Ça doit être follement intéressant de te voir dessiner avec une règle sur une tablette. Faudra faire un documentaire vidéo, là-dessus. Sur ton ancrage aussi, tu t'es autorisé plus de liberté alors, de pas simplement repasser sur ton trait tel que tu le faisais avant en crayonné, et on le voit notamment, en tout cas dans la version que j'ai, pas mal de plages aussi, presque on dirait que tu as utilisé peut-être du pinceau, en fait, du brush, mais il y a aussi ces traces de doigts. Je sais pas si c'est un truc que tu as fait pour le coup manuellement, ou si c'est un outil que tu peux avoir sur ton programme. Alors pour le coup, en fait, j'avais commencé à le faire sur les 100 premières pages en tradi, où ma volonté c'était vraiment de texturer vachement plus l'univers, parce qu'on était dans un univers post-apo un peu sale, donc il y avait déjà des traces de doigts, et le but justement dans cette idée de transition entre le traditionnel et le numérique, c'était de reproduire aussi ça, d'où des brushes un peu pinceaux, et d'où de fausses traces de doigts pour continuer à avoir ce genre de texture. Et ça, c'est quelque chose, je suis juste rentré dans le détail technique, quoi, mais c'est vraiment juste quelque chose qui est proposé par défaut. C'est des traces de doigts randomisées, ou tu dois prendre la tienne quand même pour avoir une base de travail que tu peux Non, alors là, j'ai fait mon flemmard, j'ai trouvé des traces de doigts, des brushes traces de doigts sur Internet. D'accord, donc c'est exactement comme ça. Ouais, oui. Très, 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 très bien. On pourra pas scanner ton empreinte digitale avec ta BD. Quel dommage. Moi qui voulais te ficher avec ça. Il y a quelque chose d'autre qu'on avait abordé, sur lequel j'avais envie de revenir, c'était la façon dont le réel pouvait influencer ton histoire. Et on disait notamment, parce qu'on parlait de sujets déjà très, très présents de post-apo, d'écologie un peu avec cette histoire d'abeilles qui sont recherchées, et aussi de conflits générationnels, en fait. Tu te disais en décembre 2022, bon, en fait, j'ai pas trop peur qu'on soit rattrapé par le réel, parce que bon, même si la situation est pas ouf, ça va, et on n'est pas à deux doigts d'avoir une apocalypse nucléaire non plus.
Donc on est 2 ans plus tard, il s'est passé quand même pas mal de choses. Alors il y avait déjà la guerre en Ukraine, mais il s'est quand même passé pas mal d'autres choses dans notre monde. Et ouais, j'avais envie d'avoir ton sentiment sur bah ouais, sur la situation de ta BD et comment ça a pu changer ou non par rapport à d'autres guerres qu'il y a au Proche-Orient, à une certaine réélection américaine, au contexte aussi de tout ce qui se passe en France qui est quand même pas au beau fixe. Comment tout ça a pu te travailler ou pas? Alors c'est intéressant parce que en fait, et je crois que je l'avais dit pendant le premier podcast, mais j'avais du mal à cerner véritablement ce que je racontais. Tout à fait, ouais, c'était pas encore arrêté, ouais. Et parce que encore une fois, c'était assez compliqué. C'était Silent Jenny, c'était né. Enfin, j'avais commencé à l'écrire quelques mois après le décès de mon père. Il y avait beaucoup de choses très personnelles que j'avais envie de mettre dedans. Et à un moment, il y a une problématique, c'est que, à mon sens, en tout cas, quand on fait de la bande dessinée, quand on écrit, faut pas écrire pour soi. On écrit pour les autres, on écrit parce que d'autres vont lire notre histoire. Et donc, faut trouver dans le personnel des choses assez universelles finalement, parce que si on est dans le trop perso, bah voilà, on vraiment on écrit pour toi. Alors ça aurait été probablement très cathartique, mais finalement c'est un truc que j'aurais pu garder sans le partager pour aux lectrices et aux lecteurs. Et j'avais du mal à trouver ce côté universel. Et finalement, l'actualité m'a aidé un petit peu paradoxalement en ça, dans le sens où je parlais au début, vraiment dans la première version du scénario, même là, ce que tu as lu là, il y a déjà des trucs qui ont été retravaillés et qui vont être encore un petit peu retravaillés dans les dialogues, dans la compréhension du récit, parce que véritablement, en fait, on se rend compte que Silent Jenny, ça parle de santé mentale. Et ça parle de santé mentale dans un monde qui en fait dans un monde qui est en train d'être détruit, mais ça en fait dans Carbone et Silicium, le monde était déjà en pleine destruction, mais il y avait une forme d'espoir. Et en fait, au regard des 2 dernières années, moi j'ai plus du tout d'espoir en fait, c'est-à-dire que la destinée du monde, elle a été décidée par la classe bourgeoise capitaliste pour nous, et ils ont décidé de détruire le monde. Je veux dire, c'est un constat qui est inarrêtable. On le voit on le voit en France, on le voit avec l'élection de Trump et de Musk à ses côtés. On le voit avec les tensions en Russie. On le voit avec le génocide à Gaza qui est célébré par une partie de la classe politique occidentale. Donc vraiment, en fait, à un moment, je me suis dit qu'on avait le choix et qu'on avait la possibilité de changer les choses. Et je suis beaucoup plus défaitiste maintenant. Il y a vraiment cette idée de se dire, en fait, il y a des gens qui ont choisi pour nous et on pourra rien y faire. C'est pas pour ça qu'il faut pas se rebeller, c'est pas pour ça qu'il y a pas des actions à mener, mais on est face à un tel rouleau compresseur, à un système tellement bien rodé que même si on arrive à faire les choses, en tout cas, ça va pas être aussi simple que le grand jour, celui du renversement du capitalisme. Ça n'est, enfin. J'ai un peu peur que ça soit plus compliqué que ça. Toujours est-il que là où ça m'a rassuré entre guillemets par rapport à mon scénario, c'est que finalement en fait Silent Jenny, là où il correspond bien à son temps, c'est que je veux qu'à la fin du récit, les lectrices et les lecteurs, ça leur donne la patate en fait, qui est cette envie de se dire, on est vraiment dans la merde. Et ça me rend fou, parce que ça rend fou les gens au quotidien. Moi, ça me rend fou ce qui se passe, et trouver du sens à ce que je fais, c'est déjà un peu compliqué, mais même du sens à continuer à être optimiste envers l'avenir, c'est hyper compliqué. Et je me rends compte maintenant que Silent Jenny, le message que je veux à la fin, c'est ça, c'est se dire on est dans la merde, comme les personnages de la bande dessinée sont dans la merde, et pour autant il y a cette volonté d'aller de l'avant, quoi. Et c'est le sentiment que je veux laisser à la fin. Ça je l'ai trouvé il y a pas si longtemps que ça, et c'est vraiment ça sur quoi il va falloir que j'appuie, sur les dernières versions des dialogues, parce que c'est à mon sens le message, c'est un message important aujourd'hui. Je trouve que c'est un message un peu novateur en science-fiction. On parle pas trop de santé mentale et d'envie d'aller vers l'avant. Je parle pas de révolution, mais simplement d'avoir envie de se lever le matin et de se dire, allez, on continue, encore une journée, et puis encore une journée, et puis encore une journée. C'est, à mon sens, c'est hyper important. C'est hyper important pour plein de monde qui galèrent aujourd'hui sans perspective d'avenir bien reluisant.
Ouais, c'est notamment, enfin, je l'ai noté, je sais pas si ce sera gardé dans la version finale, mais vraiment, oui, t'as un moment ce dialogue entre deux personnages où on dit vraiment, en fait, faut pas se battre contre quelque chose, mais pour quelque chose, et Jenny qui dit, mais comment on fait ça, en fait, comment est-ce qu'on arrive à se lever, et j'imagine que c'est un passage très poignant du coup, mais j'imagine que c'est cette idée-là alors vraiment sur laquelle ton récit va s'ancrer. Exactement. En creux, c'est juste ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et je me demande parce que effectivement, dès le départ, depuis 2 ans, tu m'avais dit que le deuil, la dépression, enfin pas mal de choses, donc la santé mentale serait importante dans ton récit, que c'était des thématiques que tu voulais évoquer. Je trouve, ça passe aussi par, alors comme dit, on y reviendra beaucoup plus en détail plus tard, mais notamment sur le fait que, enfin, ça parle aussi d'euthanasie notamment. Enfin, il y a un chapitre qui est dédié à ça. Ça parle aussi d'aliénation au travail concrètement. T'as même aussi je pense une séquence avec Jenny qui finit allongée, qui hurle. Enfin, je sais pas si c'est même quelque chose pour toi qui est aussi une façon de te projeter en disant aussi tu hurles parce que t'es complètement aussi aliéné dans ton travail. C'est des choses qui sont arrivées en cours de route quand même, ou que t'avais anticipé de parler de choses comme ça? Non, non, non. Enfin, oui, oui et non. L'aliénation au travail, c'était un des une des sous-histoires, ouais, qui m'importait vraiment. En fait, j'ai. Et je m'interromps, mais même ce côté, je m'aliène dans mon travail pour éviter peut-être ce deuil qui est trop lourd à porter, quoi. Moi, enfin, typiquement et à titre personnel, je suis incapable de m'arrêter parce que s'arrêter, c'est se poser, et se poser, c'est réfléchir, c'est, enfin, tu vois. Ça fait mal. Ouais, voilà. Donc, non, ouais, je le fais au quotidien. Je le fais dans la bande dessinée, dans la multiplication des projets que j'entreprends, et puis même, enfin, je me pose, enfin, jusqu'à présent, je me posais jamais jusqu'à être épuisé le soir et puis pouvoir m'endormir d'un sommeil sans rêve jusqu'au lendemain. Et donc ouais, cette idée d'auto-aliénation par le travail, c'est alors je sais pas si j'ai pu véritablement bien en parler autant que je voudrais, parce que c'est un véritable sujet, je trouve, qui peut en plus avoir des ramifications pour que tout le monde se sente concerné par ça, parce que se sentir aliéné par un travail, finalement, on est beaucoup enfin, que ce soit voulu ou subi, on est beaucoup à le subir, enfin à l'expérimenter. Mais ouais, moi il y a ce côté vraiment, la bande dessinée. Au début c'était ma mission. Enfin, tu vois, vraiment c'était le truc, que j'avais voulu faire ça depuis que j'étais gamin, et peu importe les sacrifices, je ferai tout pour arriver au niveau que je voulais atteindre, c'est-à-dire être auteur de bande dessinée et pouvoir en vivre. Et il y a vraiment eu un coup dur après Carbone et Silicium. Peut-être que je me répète, j'espère pas. Mais non, ça va. T'inquiète. Alors, après Carbone et Silicium, finalement, j'avais atteint mes objectifs. Alors, chacun vit avec ses propres objectifs. Les miens, ils sont peut-être pas extrêmement hauts, mais toujours est-il que Carbone et Silicium, pour moi, c'était une réussite, parce que j'étais content de ce que j'avais fait pour la première fois, tu vois, en 10 ans de bande dessinée. Et donc, en fait, rembrayer sur Silent Jenny, là où c'était difficile, c'est que finalement, j'aurais pu prendre ma retraite, quoi. Tu vois, c'était bon. Alors bon, évidemment, ça marche pas comme ça, la vie. Mais il y a eu ce côté, justement, après, de se poser la question, bon, si c'est un métier, finalement, faut que je le vois aussi comme quelque chose qui a des bons côtés et des moins bons côtés, et peut-être qu'il faut que je sois en paix avec le fait que c'est un métier où je vais pas me ruiner la santé à cause de ça, et puis peut-être que je peux faire une pause aussi, justement, dans cette aliénation là, et puis regarder ailleurs et prendre mon temps, etc. Enfin, c'est ce côté désaccélérationnisme. De toute façon, je le parlais dans le domaine de la culture, mais moi très personnellement, je le vis aussi comme quelque chose de waouh. Faut que je ralentisse aussi, quoi, véritablement. Ouais, mais ça t'a envie de ralentir, même et de prendre plus le temps, en fait, que ce soit un petit peu pour tout. Je pense, enfin, je le vois aussi dans mon propre travail. Alors, en plus, avec le flux d'actualité, le FOMO et tout ça, enfin, c'est des choses sur lesquelles je pense qu'on arrive à se recouper, même si c'est pas les mêmes, enfin, c'est les mêmes thématiques, mais pas pour les mêmes problèmes techniques, on va dire. Mais justement, mais ça aussi, c'est te dire, alors que techniquement, t'es là-dedans, puisque,
tu l'as dit avant, 5 ans pour sortir une BD, ça va. On va dire que t'es pas non plus là, t'es plus staccanoviste à enchaîner les albums. Et avec ce contre-coup de dire, mais après, et ça on en reparlera d'ici quelques mois, mais que les gens, ils vont se poser, ils vont lire ton album aller en 2-3 heures peut-être, et que voilà, que 5 ans de travail éreintant. Et justement, et ce podcast, c'est là aussi pour aborder à quel point c'est dur, enfin, sans vouloir, et que c'est la même chose pour tout le monde, enfin, pour tout le monde qui sort une BD, j'imagine que c'est quand même la même chose. Alors toi, tu te mets en plus on va dire des bâtons supplémentaires parce que tu décides de faire parce que tu fais du 300 pages, quoi, détaillé, où tu fais tout. Mais voilà, c'est que 5 ans de travail vont être réduits après en, on va dire, ouais, quelques heures de lecture. Et ça, c'est quelque chose avec lequel tu as déjà dû jongler avant, j'imagine, sur tes précédents projets qui étaient longs, hein. Ouais, en fait c'est un pari à chaque fois, et c'est là en ça que c'est dur de trouver de la motivation, parce que tu passes 5 ans à te dire les gens ils vont mettre 2 heures à lire l'histoire, mais peut-être qu'elle leur restera en tête toute leur vie. Tu vois, et c'est pour moi c'est l'enjeu, quoi. Moi les œuvres il y a des œuvres qui m'ont bouleversé, qui m'ont profondément marqué, et c'est ce sentiment là que j'essaye de reproduire chez des lectrices ou des lecteurs. Et tu sais jamais si ça va marcher. Alors dans l'absolu ça marche jamais complètement, il y a des gens qui sont complètement hermétiques à ce que tu vas faire, et ça sera toujours, tu peux pas faire l'unanimité. Il y a des fois tu te plantes, et faut vivre avec ce doute là, de se dire justement je fais une BD extrêmement détaillée avec un univers visuel foisonnant pour qu'on ait envie d'y passer du temps, qu'on ait envie d'y revenir aussi, enfin une espèce d'envie vraiment d'avoir un bouquin objet, un univers dans lequel on puisse être absorbé quand on a envie de se replonger dedans. Et donc tout l'enjeu c'est de trouver la motivation sur 5 ans, de se dire oui, tout ce que je suis en train de faire vaut le coup, parce que il y a certaines personnes qui à la fin vont garder cette histoire et cet univers dans leur tête pendant des années, quoi. Ouais, jusqu'à parfois même aller se faire tatouer des dessins en rapport avec ta BD, ce genre de choses-là, quoi, ce genre d'objectif. Il y a aussi, j'ai noté dans certains passages, en fait, que tu as des dialogues, notamment, où on parle d'autres factions qui existent, mais tu as laissé des X, c'est XXXXXX. On est d'accord que c'est parce qu'en fait, tu n'as pas forcément trouvé des noms encore à donner, que tu te gardes ça aussi pour la fin. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que même quand, grosso modo, 85% des planches, enfin même 90% des planches ont été faites, il y a des zones peut-être de lore ou de world building, en fait, qui restent peut-être encore inconnues, ou juste que c'est parce que c'est pas assez important, donc tu peux te permettre de trouver un nom à la dernière minute. Oui, c'est ça. Souvent, en fait, à l'étape du scénario, à l'écriture, j'essaye d'aller assez vite. Donc, le nom des personnages ou le nom de bâtiments, de véhicules, etc., je passe parce que ça demanderait un petit peu de réflexion. Et puis, bon, voilà, je préfère avancer. Et souvent, c'est des trucs, qui sont écrits, du coup, au tout dernier moment. Et donc, ils n'auront pas d'impact forcément sur la narration, quoi. Non, alors là, en l'occurrence, tous les noms qui manquent, c'est des noms d'autres monades, d'autres véhicules. Ouais. Et je cherche une forme de symbolique quand même derrière. Donc il y aura, mais ça rajoutera un peu au lore, mais effectivement, il n'y a pas d'impact sur l'histoire en elle-même. Alors, on est dans des podcasts où on enregistre avant la sortie de la BD, mais qui seront écoutés quand la BD sera sortie, puisque je ferai pas l'erreur fatale de publier ça avant, puisque comme ça nous permet aussi de rentrer dans le fond. Et moi, j'avais une question, parce que tu dis que t'es pas complètement certain de tes dialogues, qu'il y a quand même des dessins qui sont encore laissés un petit peu en vide. À l'heure où on enregistre, c'est quoi en fait ce qui te manque pour t'assurer que Silent Jenny soit complet? Et je veux qu'on en parle pour justement pouvoir faire le bilan après, justement pour voir comment ça aura évolué. Donc tu peux tout me dire, Mathieu. Non, mais c'est intéressant en fait. Alors, en fait, j'ai pas encore lu Silent Jenny d'une traite, moi. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Et tu vois, je l'ai lu chapitre par chapitre, mais dernièrement, tu vois, en septembre dernier, au moment où j'ai monté le PDF pour le présenter à Rue de Sèvres, le PDF noir et blanc, et jusqu'à présent, j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Enfin, tu vois, vraiment, tu mets des rouages et à la fin, tu sais si la montre elle tourne ou pas, quoi. Mais avant, impossible. Et j'ai pas encore une bonne vision d'ensemble. Et cette vision d'ensemble, en fait, elle va arriver au moment où j'aurai tous les dialogues, même s'ils sont pas définitifs, et où ensuite tu peux lire tout d'un coup. Et après, c'est vraiment comme écouter de la musique, c'est-à-dire que
quand c'est fluide, tu sais que ça va marcher. Et puis quand ça coince, faut s'arrêter. Tu changes un petit peu, tu modifies les dialogues, tu changes peut-être tu changes une bulle, tu la mets une case après parce que tu as besoin d'un silence à un moment. Et vraiment, il y a ce côté rythmique que je suis incapable d'avoir si ce n'est à la toute fin quand j'ai vraiment l'ensemble des planches. Et c'est à ce moment-là vraiment que se met en place la lecture agréable, quoi. Donc c'est vraiment un truc qui arrivera à la toute fin. Là pour l'instant, j'en suis pas encore à là. J'ai vraiment la tête encore dans le guidon, tu vois, à penser à quelle ambiance colorée je vais avoir pour telle scène. Et les grandes interrogations que j'ai sur les planches qui me restent à faire, c'est notamment celle liée à l'euthanasie. C'est intéressant parce que c'est un sujet un peu compliqué. Parce que en fait, c'est le rôle d'une société et la place qu'elle donne aux personnes âgées, c'est quelque chose qui me travaille depuis Carbone et Silicium, où il y avait cette histoire de Noriko qui était plus un humain mais des poches plastiques, quoi. Et donc je voulais vraiment traiter ce côté la fin de vie est très mal gérée dans notre société. On est incapable d'y faire face correctement. Et moi je le vois avec mes propres grands-parents, notamment ma grand-mère en EHPAD, où ça fait 10 ans qu'elle voudrait mourir et tu vois, ça vient pas, quoi. Et en même temps, il y a aussi un véritable enjeu politique parce qu'aujourd'hui la fin de vie est discutée notamment à l'Assemblée nationale à une échelle politique, et on se rend compte que en fait la fin de vie, ça peut pas être un moyen pour l'État de se débarrasser, tu vois, de faire des économies sur un hôpital qui est déjà en décrépitude. Donc il y a deux sujets qui se confrontent un peu, et mon but c'est pas de me foirer là-dessus typiquement. Donc voilà, il y a deux trois questions comme ça où je sais qu'il y a un message qui doit être bien compris si ma volonté c'est de mettre un message, et donc faut pas que je me foire. Et il y a aussi à l'heure actuelle dans le PDF, la dernière planche, la dernière case en fait est pas complète. Il manque une partie du dessin. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Ouais, parce que c'est assez intéressant, et c'est un petit secret de fabrication qui de toute façon demande à être établi. C'est-à-dire que en fait, moi, mes fins d'album sont toujours ultra pessimistes. C'est-à-dire que là, la toute fin de l'album, c'est la monade éventrée par un rayon qui, bon gré mal gré, arrive à redémarrer, parce que pour montrer justement cet élan de vie, cette envie de continuer à avancer malgré ce que le système met sur la gueule des protagonistes. Et cette dernière page qui montrait ce côté positif était contrebalancée en fait par la vue du squelette, donc qui personnifie la mort dans tout Silent Genie, et qui était là en creux pour montrer que finalement, quoi qu'il se passe, il y avait cette finalité comme horizon. Et en fait, c'est une fin. Moi, j'ai fait lire cette histoire à Claire, ma compagne, qui a trouvé la fin extrêmement négative. Et dans un album qui est quand même déjà plein de moments très très lourds. Ouais. Aussi. Hein. oui, complètement. Mais toujours est-il que du coup, on a eu cette idée ensemble, où je pense que c'est plutôt elle qui a eu cette idée de mettre à la place du squelette, de montrer la monade créée par les enfants comme un symbole de renouveau, quelque chose qui est créé par la nouvelle génération, encore plus gros, encore plus inclusif, et qui va lui voguer vers sa propre histoire, quoi, qui se voudra peut-être encore plus importante que l'histoire de la monade qu'on a suivie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à chaque fois, c'est pareil pour Carbone et Silicium, c'était pas la fin initiale. À la toute fin, dans Carbone et Silicium, donc la fin que tout le monde a lue, c'est Carbone et Silicium qui partent ensemble. Et moi, dans ma version initiale, celle que j'étais censé faire, il y a Silicium qui partait tout seul et Carbone qui se plongeait dans le réseau et puis se séparait. Et c'est pareil, c'était une fin ultra triste. Et en discutant avec Claire, c'est elle qui m'a dit non, mais tu peux pas faire que des histoires horribles, quoi. Et c'est cool. Enfin, elle avait changé aussi un truc sur la fin de La Belle Mort, et c'est bien parce que c'était à chaque fois, c'est effectivement trop négatif, et c'est pas forcément utile, surtout que là véritablement il y avait cette envie d'avoir un récit qui donne envie d'aller de l'avant, et même s'il y a des sujets
un peu potentiellement dur dedans, il y a quand même il y a quand même à la fin un message positif qui doit en ressortir. Donc effectivement, la dernière double page est modifiée et pour le mieux. Et peut-être que tu rajouteras des récitatifs dessus ou pas, pour peut-être expliciter le propos, ou tu veux la laisser sans dialogue, sans texte. Alors, je sais pas. Là, pour l'instant, la version que tu as vue, c'est la version la plus aride, dans la mesure où, en fait, avec Silent Genie, il y a un truc qui m'intéressait, c'est vraiment de faire du world building sans trop l'expliquer. Et vraiment, il y a un côté assez exigeant où je montre les choses avant d'en parler, où je montre les choses avant de les expliquer, ou des fois je les explique pas. C'était une narration que j'avais vraiment envie d'explorer, que j'avais pas fait jusqu'à présent. Donc Silent Genie, c'était à propos parce qu'il y avait vraiment tout un monde à créer. Pour autant, j'ai fait lire cette première version, notamment à Rue de Sèvres, qui aimerait bien rajouter quelques dialogues de temps en temps, simplement pour que Jenny puisse exprimer un peu ses pensées, où elle en est à tel instant, etc. Donc c'est probablement qu'il va avoir un peu plus de contextualisation tout au long de l'album et peut-être à la fin aussi. De toute façon, pour le coup, il y a vraiment un truc, ça pareil, j'en suis sorti du côté l'œuvre d'artiste de l'artiste doit être respectée jusqu'à la fin. Non, je vais le faire lire et relire, et puis notamment aux membres du label 619 aussi, pour qu'on optimise, enfin ce que je fais éditorialement avec d'autres BD, on l'applique aussi à la mienne et que ça soit compréhensible par le plus grand monde. De toute façon, le but à la fin, enfin, nous on est des artistes, mais on est aussi des communicants, c'est-à-dire qu'on communique une histoire par des visuels, par un scénario et des dialogues, et il faut que ça soit bien fait pour que ça soit compréhensible du plus grand nombre. Parce qu'à l'heure où on enregistre, t'as pas forcément. Alors, on comprend bien que Claire est ta coéditrice, ouais. qui ne dit pas son nom. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que tu l'as pas encore fait lire forcément à Blackie, Florent ou Run, plus que ça. Pour l'instant, Blackie l'a lu. Et ouais. on en a un peu discuté, mais on n'est pas rentré dans les détails. Run et Flo ont pas eu le temps du tout. Enfin, Flo là, il est en bouclage de Cloud ouais. et Run, est de toute façon en bouclage de plein de trucs tout le temps. donc ça arrivera, mais pour l'instant non, j'ai eu qu'un retour de Blackie, de Nadia, mon éditrice, et puis t'es la quatrième personne à le lire en comptant Claire, quoi. Je me sens si privilégié, sache-le. Et une de mes dernières questions aussi d'un point de vue plus pratique par rapport à certaines planches qui manquent, enfin des séparations comme la carte du monde ou des éléments plus effectivement qui participent plus en fait de world building plutôt que de vraiment de narration. Ça, tu les as placés, tu te dis aussi c'est quelque chose en fait que tu prendras le temps de faire plus tard. Est-ce que la carte du monde concrètement tu l'as réellement pensé et t'es prêt à la dessiner, ou c'est quelque chose où tu te dis bon bah de toute façon ça n'aura pas forcément, enfin ça a une incidence quand même, parce que si des gens veulent regarder un petit peu placer les pions, il faudra que tu fasses quelque chose de cohérent, hein. Mais c'est vraiment l'ultime élément pour une fois que l'histoire est bonne, on peut faire ces séparations. Ouais. En tout cas, c'est un truc très très pragmatique. C'est effectivement, je sais exactement ce que je veux. Ça sert à enrichir effectivement le lore, et c'est directement issu de ce que j'avais fait avec les Midnight Tales et Midnight Order, quoi, de mêler un petit peu d'autres documents aux histoires. Ça me plaît vraiment bien comme processus. Et en fait, je me laisse ça à la toute fin parce que suivant le temps qui me reste, c'est où je devrais rusher. Et je ferai ça en essayant de faire ça vite et bien, où j'aurai le temps et je pourrai peaufiner et faire une belle carte, etc. Mais autant garder ça à la fin, parce que c'est un peu la variable d'ajustement, quoi, pour voir justement, enfin ouais, si suivant à quoi ressemblent les 2 dernières semaines de bouclage. Très bien. Comment tu envisages un petit peu les 6 prochains mois, parce qu'en fait l'album il est prévu pour la rentrée 2025 si je ne m'abuse. Donc ça veut dire que toi il faut que tu aies terminé à quel moment vraiment? Mi-juin. Alors ça c'était une petite surprise, j'avais pas anticipé, parce qu'en fait depuis le Covid et la pénurie de papier, les délais se sont vachement raccourcis en impression. C'est-à-dire pour Carbone et Silicium, il était sorti je crois le 28 août, et j'avais pu rendre le dernier manuscrit de Carbone et Silicium qui partait à l'impression, ça devait être le 6 juillet. Donc confortable. Et là pour fin août, on m'a dit il faut que tu rendes mi-mai. Et j'ai dit non, ce n'est pas possible.
Donc là, je rends mi-juin pour une sortie mi-septembre à peu près, quoi. Ah, mais c'est, enfin, ouais, enfin, je sais pas si c'est juste gérable parce que, ouais, ça t'impose. Enfin, imagine, mi-juillet, tu dis merde, j'avais, en fait, ce dialogue, il était pas si ouf ou, ça va créer des contraintes enfin, ouais, ça va créer des contraintes supplémentaires. Bon, en tout cas, là, je peux plus du tout être en retard. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de tels enjeux en fait logistiques. C'est-à-dire que Rue de Sèvres, enfin c'est pareil. Maintenant, on est obligé de réserver le papier vachement en avance. C'est ce que j'avais pensé. Ouais. Si tu rates ton créneau d'impression, et ben potentiellement tu as droit 6 semaines plus tard parce qu'il y a d'autres personnes qui passent après, quoi. Donc vraiment, on peut plus se foirer, c'est pas comme avant, quoi. Et effectivement, donc là, écoute, ça donne une forme de motivation, c'est-à-dire que je sais que je peux absolument pas être en retard, quoi. L'urgence l'adrénaline de l'urgence, c'est parce que par exemple, est-ce que vous avez déjà réfléchi en termes de fabrication d'objets, tout ça, de maquettes? Est-ce que c'est des choses aussi sur lesquelles j'imagine vous travaillez déjà, ou est-ce que ça va se faire un peu plus après? Non, c'est pareil, mais tout doit vachement plus être anticipé. Là, faut que je fasse la couve pour qu'elle soit présentée à Angoulême, donc Okay. et la maquette doit être commencée le plus tôt possible. Alors sur la fab, moi, il y a ça de facile que on reprend peu ou prou voilà, exactement. Donc bon, ça, tu vois, pas trop de surprises, c'est bon, quoi. T'as pas voulu faire un petit format 15 par 21 manga en noir et blanc? Mais ça viendra parce que ça me donne trop envie. Enfin, ouais. Mais un jour. Sur Shin Zero, t'as peut-être pas encore eu le bouquin imprimé, quoique. Si. Ouais, tu l'as. On a reçu les premiers exemplaires avec. Ça brille en plus. Ah ouais, non, il est super. Yes. Trop chouette. Bah voilà, les gens ne le savent pas, mais il me l'a montré à ce moment-là, mais vous l'aurez déjà lu au moment où vous écoutez ce podcast. D'accord, très bien. Donc du grand dos toilé pour mettre à côté des autres Mathieu. Très bien, mais écoute, justement, puisque je t'ai pris 1 heure de ton temps, alors que le temps est précieux pour pouvoir tenir ces deadlines, je vais t'abandonner là pour que tu puisses finir le plus sereinement possible Silent Jenny. Qui sera donc disponible en librairie au label 119 chez Rue de Sèvres quand vous écoutez ce podcast. Mais je te propose, si ça te va, qu'on se retrouve quand tu auras tout rendu à Rue de Sèvres cet été, et qu'on puisse faire le bilan des derniers points. Ce sera pas forcément aussi long que les deux premiers épisodes, mais de voir vraiment le bouclage final, la couleur, qu'est-ce qui a pu changer avec les dialogues, les dernières cases et tout ça. Et je pense comme ça, on aura quand même un beau panel, un bel aperçu de comment tu as passé tout ce temps à travailler. Sur cette bande dessinée. Super. Merci beaucoup, Mathieu, encore de ton temps. Et si vous appréciez ce podcast et ce format d'émission, à mon sens relativement inédit quand même dans le paysage BD francophone, n'hésitez pas simplement à soutenir l'émission. Alors déjà, allez lire Silent Jenny, mais surtout partagez le podcast, parlez-en autour de vous, et comme ça on continuera à se prendre du temps aussi pour vous emmener dans les coulisses de la création de la bande dessinée. Mathieu, je te dis à très bientôt. Salut. Salut tout le monde.